Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Journée internationale de la francophonie. Les francophones du monde entier célèbrent aujourd'hui 20 mars la langue française et la diversité culturelle. Comment se porte l'espace francophone aujourd'hui? Quel rôle joue l'EIF dans la recherche de solutions aux crises que traversent certains des pays membres? L'EIF est-elle un instrument au service de la France? Comment promouvoir les langues nationales à côté du français? Le grand dialogue de ce soir réfléchit sur ces questions. Nos invités sur ce plateau, professeur Moustapha Diko, ancien représentant du Mali à l'EIF, ancien ministre de l'Éducation, professeur Issa Ndiaye, politologue, ancien ministre de l'Éducation également. Je suis Fatmata Togola. Le grand dialogue. Avant d'ouvrir les débats, je vous propose un micro-trottoir sur la langue française. Étant francophone, on se reconnaît dans l'utilisation de la langue française. Donc moi je pense que le français, en tout cas, c'est une identité pour nous les francophones. C'est quand tu vas dans chaque pays africain, à travers le monde, quand il y a un peuple là, tu trouves que ce peuple adapte sa langue locale par rapport au français. Ça n'influence pas sur nos langues nationales. Seulement, on fait de telle sorte que le français et nos langues nationales parviennent à se marier. Le français est toujours utile et elle permet de réunir toute une communauté, plusieurs pays qui ont en partage cette langue. C'est vrai qu'elle est venue par la colonisation, mais c'est un acquis et on peut parler plusieurs langues. Donc on peut parler autant nos langues que parler le français. C'est au niveau de l'organisation de nos États qu'il faut pouvoir valoriser et nos langues et le français. On dit qu'aucun pays ne peut se développer avec une langue étrangère. En fait, on a besoin aussi de développer notre langue nationale pour se développer. Et en plus de ça, il y a une autre langue qui est en train de prendre une autre dimension qui est l'anglais. Parce qu'il faut le dire, l'anglais est parlé aujourd'hui dans pratiquement beaucoup de pays. Quitter seulement le Mali et aller dans un pays proche, te demande si le français a vraiment un sens. À l'heure actuelle, en Afrique de l'Ouest quand même, je pense que le français est important. C'est primordial même. Le français n'a rien à voir avec les langues nationales, parce qu'on constate même à l'heure actuelle que les gens ne maîtrisent ni le français ni les langues nationales. Alors, vous venez d'entendre tout de suite ce micro-trottoir. Nous aurons les débats avec vous, Monsieur Diko. Qu'est-ce que vous pensez de ce micro-trottoir concernant la langue française? Les gens disent ce qu'ils pensent du français, des langues nationales, comment est-ce qu'ils le vivent, comment est-ce qu'ils voient l'avenir. Je pense que c'est à peu près ça. Le français est important dans notre espace, le français est important, mais le français n'est pas seul. Il y a les langues nationales, il y a l'anglais aussi. Donc tout ceci entre en ligne de compte et il faut prendre tout ceci en compte. D'accord. Et vous, professeur Ndiaye? Je retiens surtout qu'il y a une dame là qui disait tout à l'heure que nous ne maîtrisons ni le français ni la langue nationale. Je pense que c'est un constat actuel qui fait que quelque part, donc, si on résume par là un certain bilan de la francophonie, on peut dire que globalement, ça ne nous a pas permis d'avancer dans la maîtrise de cette langue, puisque d'une génération à l'autre, on voit le résultat aujourd'hui. Et puis aussi, en ce qui concerne la langue nationale, par rapport aussi aux périodes d'indépendance, on constate aussi qu'il y a un recul. Donc elle a vraiment raison de dire que aussi bien que le français et l'anglais, nous sommes en perte que les langues nationales, nous sommes en perte de vitesse. D'accord. Alors, professeur Diko, quels sont les enjeux de la célébration de cette journée, 20 mars, Journée internationale de la francophonie? Je ne sais pas si je suis bien placé pour répondre à cette question en ce moment. Mais je pense que c'est une organisation qui est importante, qui a beaucoup d'États membres. C'est la deuxième après les Nations Unies en termes de pays membres. Et donc c'est important pour tous ces pays-là, c'est important pour les locuteurs de la langue française, c'est important pour tous qui sont dans cet espace et qui veulent voir se développer leur pays, les économies, les politiques, les cultures et la langue française avec les langues complémentaires. D'accord. Et vous, professeur Ndiaye, que représente cette journée selon vous?
Bon, je pense que il faut parler quand même d'une certaine exception française. Parce que je constate, par exemple, on parle de francophonie, mais on ne dit jamais anglophonie, lusophonie, etc. Les Français, ils sont spécifiques en ce genre, quoi. C'est la même question par rapport aussi à la question du franc CFA. Ça aussi, c'est une expression française. Je pense que ça remonte assez loin, au modèle même au type même de colonisation française qui est spécifique, qui fait que elle s'est traduite, cette politique de colonisation, par une imposition brutale de certaines réalités françaises qui n'étaient pas les nôtres, à commencer par la réalité linguistique. Cette langue a été imposée à nos populations. Et c'est ce qui fait me dire que c'est peut-être une langue des élites, que c'est peut-être les élites qui sont concernées par cette célébration, mais pas les populations, parce que les populations continuent à parler les langues nationales dans les espaces qui sont les nôtres. Et deuxièmement aussi, je peux dire que c'est une langue de pouvoir. Ceux qui parlent français détiennent les leviers de pouvoir dans notre espace. Et ce qui fait que les non-locuteurs de la langue française sont du fait exclus des enjeux de pouvoir. Donc ça pose des tas de problèmes et c'est pourquoi, à mon avis, il est important et fondamental de valoriser les langues nationales. Or, je constate qu'il y a une frilosité à ce niveau-là. Moi, j'en sais quelque chose puisque j'ai été ministre de l'Éducation et puis ministre de la Culture aussi. Et à chaque fois, quand j'ai essayé d'introduire une modification en ce qui concerne le statut des langues nationales pour en faire des langues officielles, je me suis heurté à un mur, d'abord d'incompréhension de la part des cadres, parce que c'est comme si on leur arrachait une certaine part de pouvoir en donnant le statut de langue nationale à nos langues. Et deuxièmement, je pense que les décideurs français n'ont jamais encouragé en réalité ces politiques-là. Donc au résultat, moi je pense que il y a une immense diperie. Moi je ne crois pas beaucoup à la francophonie. Je crois plutôt aux politiques de valorisation de la langue nationale. D'accord. Alors, M. Dicko, le professeur Issa Ndiaye vient de dire que... Est-ce que vous pensez également que la langue française est une langue de pouvoir? C'est sûr que par endroit, elle est une langue du pouvoir. Par endroit, non. Le Ghana, par exemple, appartient aujourd'hui à l'espace francophone. Ce n'est pas une langue du pouvoir là-bas. Il y a d'autres pays, prenons même un pays comme le Vietnam, ce n'est sûrement pas la langue du pouvoir là-bas. Il y a beaucoup de pays aujourd'hui qui veulent venir vers la francophonie, l'organisation, mais où le français n'est pas la seule langue officielle, ou souvent n'est pas la langue officielle. Donc ce n'est pas forcément toujours la langue du pouvoir. Moi, j'appartiens à ceux qui sont nuancés par rapport à l'officialisation des langues. Simplement parce que je me dis, une langue officielle a un poids économique que nos économies ne peuvent pas supporter. Le français, déjà, est coûteux pour nous. À l'Assemblée nationale, par exemple, il faut dire en français, avoir tous les textes en français. Et si nous avons d'autres langues officielles, ça signifie qu'il faut mettre tous ces textes-là dans toutes ces langues. Vous prenez par exemple l'Union africaine, où il y a 5 langues officielles. 5 langues officielles, vous avez les documents dans toutes ces langues. Et en général, la langue africaine, bon, celle qui est considérée comme telle, le Swahili, est la langue orpheline, parce que souvent il n'y a pas de documents, souvent il n'y a pas de locuteur, souvent la logistique ne suit pas pour traduire les textes dans cette langue. Et donc ça met un peu les choses en retard. Si on devait officialiser nos langues ici, ce serait, on l'avait suggéré par exemple, les 13 langues de notre pays. Ce que les autres qui sont en avance sur nous disent en une fois, nous serions en ce moment obligés de le dire 13 fois. C'est-à-dire, le même journal, on le ferait 13 fois. Non, 14 fois en ce moment. Ça pose des problèmes. Et je pense honnêtement aujourd'hui qu'il faut voir les choses en termes de complémentarité, pas en termes d'exclusion.
Le français n'est pas notre langue maternelle, mais le français, on se l'est approprié, on le vit. Notre hymne national, je le répète souvent, est en français. Notre administration est en français. Notre enseignement, pour la plupart, est en français. Et donc, c'est quelque chose qu'on s'est approprié, qu'il faut développer avec nos langues nationales. D'accord. Parce qu'on est obligé d'aller avec nos langues nationales, développer avec nos langues nationales, mais peut-être qu'il ne faut pas rester constamment dans le combat français langue nationale, parce que ça va nous empêcher de nous développer. D'accord. À ce sujet, je vous propose d'écouter Monsieur Ismaël Samba Traoré. La réalité de la langue française fait que, écrivain comme éditeur, communicateur comme artiste, eh bien, énormément de gens empruntent langue comme langue de communication et diffusion de la culture, de l'éducation, des principes, des valeurs, des matériels éducatifs. Ceci est une nécessité dans la mesure où c'est une forte langue qui fédère la multitude de nos langues, qui fédère aussi un certain nombre de matériels, d'outils, d'espaces d'éducation et de diffusion de la culture. Alors, professeur Ndiaye, votre réaction? Je ne partage pas de tout cet avis-là. Je suis d'un autre avis. Je pense d'abord, pour un peu répondre à mon jeune frère, qu'au contraire, nos langues nationales n'ont pas de coût. N'ont pas de coût pour nous parce que nous les parlons déjà. Nous les intégrons dans notre subconscient de tous les jours. Et je pense que les débats, par exemple, si je prends l'exemple du Parlement, auraient été plus riches si ça se passait dans les langues nationales. Parce que c'est ça, la langue du peuple. Donc, le français, c'est la langue des élites. Il a parlé si je prends le cas du Vietnam, c'est parce que le Vietnam, c'était le français, c'était une colonie française. Les Vietnamiens ont mené une guerre d'indépendance. Et il n'y a plus de langue nationale au Vietnam qu'au Mali. Si je prends aussi d'autres pays, même le cas de la Russie ou le cas de la Chine, ce sont des pays qui connaissent plusieurs langues nationales. À mon avis, ce n'est pas un obstacle. Le problème n'est pas que... parce que, justement, le jeu économique fait qu'il y a une langue dominante. Si on prend la réalité linguistique du Mali, c'est que si vous prenez ce qu'on appelle ici le Bamanankan, de Kaï jusqu'aux confins de Kidal, vous avez des chances de vous faire comprendre si vous parlez le Bamanankan. Et au-delà, si vous allez en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Sénégal jusqu'en Gambie, vous avez des possibilités, le Mandinka ou différentes variantes, de vous faire comprendre. Ça veut dire qu'il y a de grandes langues de communication africaines qui sont déjà utilisées par les populations. C'est un faux débat de croire que c'est le français qui fait le lien et qui fédère nos langues. Ce n'est pas vrai. Parce que au niveau de nos populations, les gens ne parlent pas français. Ils parlent les langues nationales. Et ce sont les langues nationales qui permettent à nos populations, à l'échelle nationale et à l'échelle régionale ou continentale, de commercer entre eux, d'échanger entre eux, sans passer par le canal des langues étrangères. Je pense que c'est le problème des élites qui restent donc dans ce complexe-là, qui maintiennent dans les organisations qui sont les nôtres, le français, l'anglais ou d'autres langues dites internationales, comme langue officielle de ces institutions-là. Je pense qu'il est temps que les politiques africains aient le courage de valoriser les langues et de faire en sorte que les langues nationales africaines soient des langues de travail de nos institutions. Monsieur Diko? Oui, non, je parle de l'expérience. Le Swahili, par exemple, je l'ai vécu quand j'étais au Parlement panafricain. Et la présidente, au moment où j'y étais, elle était tanzanienne, donc elle parlait le Swahili. Et souvent, elle faisait ses interventions en Swahili. Mais j'avoue qu'il y avait des difficultés, souvent pour la traduction. Souvent, il faut attendre parce que, la traduction simultanée, elle ne suit pas, les gens ne sont pas là. Souvent, le document ne suit pas. Ça a un coût malgré tout, même si on le parle. Je dis, le français aujourd'hui, on le parle, on l'enseigne à l'école, toute notre fonction publique parle français, mais ça a un coût tout de même, parce que le temps d'antenne, ça compte.
Le temps d'antenne, ça compte. Si vous devez parler en français, parler en bambara, parler en peul, parler en songhai, parler, etc. Parce que toutes ces langues-là se valent. Toutes ces langues-là sont des langues nationales et toutes ces langues ont besoin de s'exprimer dans l'espace où nous sommes. Si on dit par exemple qu'avec le bambara, on se fait comprendre à choses au Mali, au Burkina, au Sénégal, etc., en Côte d'Ivoire, il faut se dire aussi que dans ces pays-là, il y a d'autres langues qui sont un peu l'équivalent du bambara ici. Aujourd'hui, si vous êtes sur les réseaux sociaux, si vous mettez sur le Sénégal, mais ils parlent Wolof. Ils ne parlent pas bambara. D'ailleurs, j'ai suivi l'autre jour pendant la campagne électorale le président Macky Sall qui parlait en peul et il s'est vu tensé par le président Abdoulaye Wade. Il a dit, mais tiens, Abdoulaye Wade me demandait, quand j'étais son directeur de campagne, quand on arrivait dans les zones où on parle peul, c'est lui qui me demandait, Macky, il ne faut pas t'adresser à tes parents en peul. Et maintenant, il me dit, pourquoi est-ce que je parle peul? Pourquoi est-ce que je ne parle pas la langue que tout le monde comprend? Donc, si vous allez en Gambie, sûrement qu'il y a d'autres langues. Si vous allez, partout où vous allez, il y a une langue qui est l'équivalent du bambara et qui fait que on est coupé de ces pays-là. Alors que le français, partout où vous les parlez, justement dans ces pays-là, et au-delà de ces pays, vous avez une chance d'être entendu. Et puis il y a un autre problème. Nous avons aujourd'hui un fonds culturel, nous avons une richesse qui nous appartient, mais qui est en français. Tous nos grands penseurs, dont le professeur Issa Ndiaye, tous nos grands penseurs, les Cheikh Anta Diop, les Amadou Hampâté-Bâ, tous nos grands écrivains, les Yambo Ologem, les Senghor, les Issa Ndiaye encore, mais tous, ils ont écrit en français, ils se sont exprimés en français. Et ça nous appartient en propre, ça n'appartient pas à la France. Ça n'a plus rien à voir avec la France. Ça, c'est notre héritage, c'est notre patrimoine propre. Qu'est-ce qu'on en fait? D'accord. Alors, M. Ndiaye, qu'avez-vous à répondre au propos de M. Dicko? Oui, premièrement, pour dire que, justement, quand il parlait de ces grandes langues de communication dans nos différents espaces qui seraient un blocage, je dis encore, le français dans ces espaces, à l'échelle de la sous-région, c'est parlé par des minorités. Je dis encore une fois, c'est une vision d'intellectuel. Dans la réalité des faits, les populations ont réglé ce problème-là, se parlent entre elles sans utiliser le français. C'est nous autres intellectuels qui avons été à l'école des Français qui utilisent le français comme langue de communication. J'entends souvent ce discours-là en dire, sans le français, nous serions perdus entre nous. On ne serait pas capable de nous comprendre. Ça, ce n'est pas vrai. Le fait que nous écrivions en français, je pense, c'est un accident de l'histoire. Mais cet effort-là que l'on fait en français, on peut le faire dans nos langues nationales. Hein, dans nos langues nationales. Je pense qu'il y a des gens qui ont travaillé dans ce domaine-là. Il y a des Maliens qui ont écrit des manuels, des cours de physique dans le langue nationale. Moi, j'ai fait des traités de philosophie en langue nationale. Ça veut dire que ce discours-là, qu'il soit scientifique, poétique, littéraire ou autre, est possible dans les langues nationales. Simplement, quand ces langues nationales ne sont pas valorisées sur le plan politique, ne sont pas des langues d'expression officielles, cela décourage un peu les producteurs. Ismaël Samba Traoré, qui tout à l'heure parlait, a expérimenté l'édition en langue nationale. Il a été parmi les pionniers en ce qui concerne l'édition en langue nationale, mais ça plafonne, ça n'arrive pas à percer parce qu'il n'y a pas l'accompagnement, le soutien officiel de l'État. Donc la question essentielle, à mon avis, pour résoudre ce problème et faire en sorte que ça puisse avancer, c'est de faire en sorte que nos langues nationales deviennent des langues officielles. Et comment promouvoir nos langues nationales à côté du français alors? Moi, je ne pose pas le problème, je ne me préoccupe pas du français. C'est-à-dire que je pense que notre politique linguistique doit être de faire la promotion des langues nationales. D'abord, donc, en faisant des langues officielles, ça veut dire aussi en les introduisant dans le système éducatif.
On a fait des expérimentations depuis un certain nombre d'années. Moi, j'ai dénoncé d'ailleurs au passage les objectifs de l'introduction des langues nationales dans l'enseignement parce que l'objectif caché, c'était de mieux maîtriser le français. Parce que les tests pédagogiques ont prouvé un peu partout dans le monde entier que si on peut rapidement maîtriser le savoir ou même d'autres langues par les enfants, le meilleur moyen, c'est d'utiliser les langues nationales. Ça, c'est prouvé au niveau de l'UNESCO. Donc, c'est certifié au niveau de l'UNESCO. Donc, on a pris ce détour pédagogique-là, d'introduction des langues nationales dans le système éducatif, pour mieux maîtriser les Français. Or, le constat de la dame tendait à montrer que même ça n'a pas permis de mieux maîtriser les Français. Parce que quelque part, donc, cette expérience a échoué parce que, les enseignants qui ont été formés, n'étaient pas suffisamment accompagnés, notamment sur le plan didactique, avec les matériels qu'ils faisaient. Deuxièmement aussi, il n'y avait pas l'encouragement officiel, parce que beaucoup de cadres étaient hostiles au déploiement des langues nationales. Je pense que c'est un problème maliano-malien, qui fait que ce sont les Maliens eux-mêmes qui refusent de parler leur langue, qui n'ont pas confiance à leur langue, qui ne veulent pas que leur langue devienne donc la langue d'enseignement. C'est un complexe hérité de la colonisation qui pense que, certains nous disent, mais la science, c'est en français ou en anglais. Je dis, c'est faux. La science n'est pas en français ou en anglais. Les gens disent donc, c'est obligatoire de passer par le français. Ce n'est pas vrai. Il y a des expériences, notamment dans les pays anglophones. Dans la plupart des pays anglophones, les langues nationales sont utilisées au niveau de l'éducation, ce qu'on appelle l'éducation de base. C'est peut-être au niveau de l'université qu'il y a encore la présence de l'anglais dans ce pays-là. Donc, il y a des efforts qui sont faits dans certains pays, notamment anglophones, mais on constate que dans l'espace des francophones, il y a un net recul par rapport aux politiques en faveur des langues nationales. Alors, Monsieur Diko, qu'en dites-vous? Bon, je pense honnêtement qu'il ne faut quand même pas occulter le poids économique de ces langues-là. Si vous voulez introduire une langue dans le système éducatif, vous êtes obligé de produire des manuels. Et les manuels, ça a un coût. Vous êtes d'abord obligé de les concevoir. La conception a un coût. Et puis, ce que nous concevons aujourd'hui, nous l'introduisons immédiatement. Qu'est-ce qui nous prouve que la qualité y est? Qu'est-ce qui nous prouve que nous sommes sur le bon chemin? Donc, il y a un coût, il y a le fait aussi que ça n'a pas un certain parcours. Ça n'a pas un certain parcours dans le temps. Ça n'a pas le label de qualité. Bon, le label de qualité, nous le forçons parce que nous sommes les locuteurs de ces langues-là. Donc, je ne suis pas sûr que vraiment nous maîtrisions les choses de telle façon qu'on puisse le faire. Sinon, les populations parlent les langues nationales, les populations parlent, elles communiquent entre elles. Et il y a l'élite sûrement parce qu'elle a été formée en français, qui parle le français, qui veut véhiculer le savoir en français, c'est normal. La même élite se bat pour les langues nationales. Un cas, mon professeur, et il a parlé des traités qu'il a fait en philosophie. Moi, je le lis souvent en français. Je ne suis pas sûr que je puisse le lire en bambara. Je ne suis pas sûr. Donc, je ne suis pas sûr que le traité qu'il fait, et je suis sûr que si c'est lui qui l'a fait, c'est un traité de qualité, mais je ne suis pas sûr qu'il puisse profiter à beaucoup de gens. Par contre, ce qu'il écrit en français, forcément, ça profite. Mais qu'est-ce qui a amené toute cette situation? Mais c'est notre histoire. C'est notre histoire. Mais on est sorti de la colonisation depuis 1960. On est sorti de la colonisation. Nous sommes des hommes libres. Nous sommes un État souverain. Nous sommes des États souverains. Nous appliquons nos politiques. Ça n'a rien à voir avec l'ancien colonisateur. Et je pense qu'on devrait sortir du carcan de l'ancien colonisateur. Nous avons une langue dont nous avons hérité et dont nous avons des hommes et des femmes qui l'ont maîtrisée à la perfection, je dis, autant que les Français et les autres. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on ne l'utiliserait pas comme étant une de nos langues. Et encore une fois, je dis, la langue de ton hymne national, c'est ta langue.
La langue de ton administration, c'est ta langue. La langue de ton école, c'est ta langue. Elle n'appartient à personne d'autre. Elle n'appartient qu'à toi. Donc, pour nous, le développement devrait associer de façon complémentaire, rigoureusement, le français avec les langues nationales, mais aussi avec l'anglais. La science, on le dit, elle est en français, mais oui, ils ont beaucoup plus de publications que nous. Ils ont beaucoup plus de livres que nous. Mais si vous regardez, ils en ont beaucoup, beaucoup moins qu'en anglais. Et souvent, ils sont obligés, les Français, je veux dire, souvent, ils sont obligés de publier en anglais. Et rappelez-vous, qui a défendu le français au sommet de Beijing? C'est notre compatriote. Que Dieu ait son âme, Fatoumata Siré Diakité. Parce que tout se faisait en anglais. Et elle a dit, mais attendez, nous, on parle français, pourquoi est-ce que vous ne parlez pas français? Ce n'est pas les Français qui ont dit ça. Parce qu'elle est à l'aise dans cette langue. Elle a défendu, pas parce qu'elle a un devoir vis-à-vis de la France. Hein. Elle a défendu parce qu'elle est porteuse de cette langue et elle veut qu'on la respecte en tant que représentante de son pays. Et selon M. Ismaël Samba Traoré, nos langues locales sont viables que si elles sont complémentaires, ils sont en complémentarité avec d'autres langues. Je vous propose de l'écouter. Le bilinguisme, le multilinguisme porte la marque de la complémentarité nécessaire entre le français et les langues du milieu, les langues de notre pays. Peut-être qu'il faut tout simplement se dire que sans la complémentarité linguistique, il n'y a pas de diversité. Vous avez un pôle de langue française, comme vous avez un pôle de langue anglaise, comme vous avez un pôle Yoruba ou Hausa, ou Mandin, ou Peul, ou Soninké. Ces langues dont je viens de parler ne sont viables que complémentarité avec d'autres langues qui relèvent des univers de géographie ou des aires ethno-culturelles de référence. Si nous considérons les choses sous un strict point de vue critique, il faut néanmoins admettre qu'il y a cette autre réalité que le français reste quand même une langue impérialiste par rapport à nos langues, à nous. Le français finit par s'imposer comme une sorte de langue de la mondialisation qui enlève aux langues nationales qui sont les nôtres toute capacité de développement et d'expansion. Monsieur Dicko. Moi, je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord avec lui qu'il faut voir les choses de façon complémentaire. On ne peut pas aujourd'hui se développer en autarcie. C'est-à-dire, si vous prenez une langue même, comme le Bambara pour le Mali, d'abord, ça ne couvre pas tout le Mali, ce n'est pas de Kayakida. Hein? De deux, ça couvre le Mali et ça ne couvre pas les pays voisins, où il y a des langues équivalentes au Bambara, pour ces pays-là. Donc, ça pose problème. Et donc, pour qu'on puisse nous comprendre au niveau de l'élite, et c'est important que l'élite se comprenne, parce que c'est quand même l'élite qui est le moteur du développement, qui amène les projets, qui fait les conceptions et qui draine avec elle les masses. Hein, je ne m'aventure pas trop, je suis en face d'un professeur de philo qui en sait beaucoup plus que moi sur ces questions-là, mais je dis, il faut que nos élites parlent aux autres élites, et il faut que nos élites se frottent aux autres élites. Et la tendance, c'est quoi? La tendance, c'est de nous recroqueviller souvent sur nos langues nationales pour éviter justement de nous frotter aux autres. Ça aussi, c'est un complexe que nous traînons. Pas à un certain niveau de l'élite, hein, pas à un certain niveau de l'élite, mais il y a beaucoup qui se cachent derrière ça pour éviter simplement d'entrer en compétition avec les autres. Et ça bloque le développement aussi. D'accord. Oui, professeur Ndiaye? Je pense qu'il y a un malentendu profond au niveau de nos intellectuels, notamment des élites. Je pense que nos élites sont fondamentalement dans l'erreur. Les enjeux de développement en ce qui concerne nos pays sont à partir des populations. Or, tant qu'on continuera d'utiliser des langues qui excluent nos populations, il n'y a pas de possibilité de développement. C'est pourquoi c'est tout à fait juste de dire qu'aucun pays ne peut se développer en dehors de ses langues nationales. La langue, c'est la racine de quelqu'un. Au-delà même de l'enjeu éducatif, il y a l'enjeu culturel. Nous cessons d'être nous-mêmes à partir du moment où nous cessons de parler de nos langues nationales. Donc c'est un repère essentiel, la langue. Donc il est fondamental de préserver cet outil-là.
je voudrais dire, et peut-être me répéter en disant que vraiment, donc, c'est le français, ou que ce soit l'anglais, ce sont des accidents historiques. Le jeune frère Dicot, tout à l'heure, parlait de coûts. Les manuels que nous utilisons en français, nous ne les concevons pas. Sont conçus ailleurs, sont importés, ça a un coût. Nous avons expérimenté des livres, des manuels dans les langues nationales à moindre coût. Il n'y a pas de comparaison possible. Donc, il y a toutes les possibilités techniques, je dis, les règles, les questions de transcription, de grammaire, de vocabulaire, on a réglé tout ça. Il y a des linguistes maliens qui ont travaillé des années durant et qui ont produit tout ce qu'il faut pour passer à la vitesse supérieure. Mais le blocage est politique, parce que l'élite n'en veut pas. L'élite n'en veut pas parce que le français est devenu... Mais qu'est-ce que vous voulez dire par l'élite n'en veut pas? L'élite ne veut pas qu'il y ait la promotion des langues nationales. Pourquoi? Parce que c'est le français qui est la langue du pouvoir qui leur permet... Parce que quand vous maîtrisez le français et que vous excluez la grande majorité des populations de la langue de la langue officielle qui est la nôtre, en ce moment-là, vous avez un pouvoir sur eux. Forcément, on est obligé donc d'associer élite, domination et le français. Et Ismaël Samba fait bien le dire que le français, donc, quoi qu'il en soit, c'est une langue impérialiste et qui avait comme objectif de tuer nos cultures, de tuer nos langues, de nous domestiquer dans notre tête. En partie, on a réussi. Parce que les intellectuels là qui sont en train de dire français, 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 sans le français, ils sont perdus. C'est ça le drame. Et c'est ce drame-là que... Donc, il y a toute une décolonisation culturelle qu'il faut faire pour amorcer un véritable développement. Aucun pays ne peut se développer dans une langue étrangère. Parce que ce sont les populations qui sont le moteur du développement. Or, ces populations-là ne parlent pas, ne maîtrisent pas ces langues-là. Donc, c'est une illusion de croire que nous pouvons continuer. Évidemment, il y a les réalités du monde. Mais les réalités qui sont celles du monde aujourd'hui ne sont pas les nôtres, nous excluent. C'est pourquoi même dans nos institutions, il parlait tout à l'heure de l'expérience de l'Union africaine, je crois, où on a de la peine à trouver des traducteurs en swahili, des documents en swahili, mais les compétences existent. Parce que la volonté politique encore fait défaut au niveau de nos institutions qui croient qu'on est obligé de parler anglais, français, portugais ou autre. Mais les Arabes, on ne parlait pas arabe à l'ONU. Mais les Arabes ont réussi à faire pression au niveau des Nations Unies pour que la langue arabe soit une langue de travail au niveau de l'ONU. Et comme vous venez même de le dire tout de suite, l'arabe, le français se classe 5e après l'arabe, présentement. Oui, mais quand les locuteurs du français, quand vous quittez l'Afrique francophone, vous êtes perdu. Et en Europe, quand vous quittez la Belgique, la Suisse et la Belgique, personne ne parle plus français. Quand vous allez en Asie, personne ne vous comprend pas. Personne ne vous comprend en français. Quand vous allez sur le continent américain, pareil. Donc, c'est une langue, on dit la langue de... Mais c'est une langue... Et c'est nous, nos pays qui faisons la force de la francophonie. C'est parce que nous restons encore derrière la France que là, on voit dans l'eau. Mais je pense que le problème fondamental, c'est de commencer à nous préoccuper de nous-mêmes. Si nous voulons en tout cas amorcer le développement, il faut que ce développement s'appuie sur nos populations. Or, nos populations ne sont pas locutrices du français. Donc, c'est un enjeu. La langue est un enjeu de développement. Et je regrette de le dire, cet enjeu de développement passe, je ne le regrette pas, je l'affirme, cet enjeu de développement passe nécessairement par la maîtrise et l'utilisation officielle de nos langues nationales. Il faut que les États en fassent les langues de travail de l'administration. Et l'hymne national du Mali, certains, mais beaucoup de gens l'utilisent, le parlent aussi en bamanankan. Et ça renvoie à plus de choses dans le subconscient du Malien quand il entend l'hymne national en bamanankan que plutôt en français. En français, qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie pour lui rien du tout. Mais quand vous utilisez la langue nationale, là, vous touchez à la racine, à l'âme d'un peuple. Je pense que c'est fondamental en politique. Alors, professeur Dicot, en quoi la francophonie est utile pour les Africains? Attendez, je pense que l'hymne national
les gens qui l'utilisent en français le sentent mieux que ceux qui l'utilisent dans nos langues nationales, pour la simple raison que l'hymne n'existe pas dans nos langues. Si. Il y a pas, non, il a été traduit. Si. Mais non, je veux dire, l'idée même de hymne national, ça n'existe pas dans nos langues. Donc les gens, ils ne vivent pas ça comme étant un hymne. C'est autre chose. C'est autre chose. Ça même c'est discuté. On ne traduit pas en hymne, mais il y a autre chose. Hein. Non. Il y a des chansons qui sont des... Mais qui ne sont pas l'hymne national, c'est autre chose. Ce sont les Français qui disent hymne. Oui, mais c'est autre chose, professeur. C'est-à-dire le sens que l'on donne à ce texte n'est pas le sens qu'on donne à nos différentes chansons, qui peuvent être choses. Maintenant, je veux dire aussi, quand vous prenez les pères fondateurs, quand ils parlaient français, ils n'avaient pas l'impression de prolonger le colonisateur. Sékou Touré n'avait pas du tout l'impression de prolonger le colonisateur. Au contraire, il était dans une bataille perpétuelle contre le colonisateur. Et il le faisait en français. Et il était écouté par tout le monde. Pas en français. Non, en français. Quand Sékou Touré venait au Mali, il parlait français. Et tout le monde l'écoutait. Et tout le monde le suivait, on traduisait. Les gens se le faisaient traduire. Mais lui donnait son discours directement en français. Et il n'était pas quelqu'un qui prolongeait la colonisation, l'esprit colonial. Et quand vous prenez le répertoire du Bembe Jazz national, quand vous prenez des morceaux comme Regard sur le passé, c'est donné en langue nationale et en français en langue nationale, mais ce n'est pas du tout rejeté par nos populations, ni dans l'aspect langue nationale, ni dans l'aspect français. Et tout est pris ensemble, en complémentarité, parce que ça nous appartient. Ça nous appartient. On peut développer ça comme ça, on peut développer les choses comme ça. Maintenant, si on met un conflit perpétuellement entre les langues, c'est là justement qu'on reste colonisé. On reste colonisé parce qu'on va vouloir nous débarrasser de quelque chose qui n'existe pas. On n'est plus colonisé par personne. Si, on l'est. Monsieur le professeur Ndiaye dit que si. On le reste. Je crois que c'est une fiction de croire que nous sommes indépendants depuis les années 60. La réalité de tous les jours montre que nous ne sommes pas maîtres de notre destin, nulle part, dans aucun domaine, ni domaine politique. On le voit même aujourd'hui au Mali, ni dans le domaine sécuritaire. Aucun plan, nous ne sommes maîtres de notre destin. Je pense que la maîtrise de notre destin passe nécessairement par l'appropriation de nos langues nationales et des réalités culturelles qu'elles expriment comme soubassement nécessaire pour la projection dans l'avenir. Je pense que c'est indispensable. Ce détour-là est indispensable. Tant que nous l'exclurons, nous n'avons aucune chance d'avoir une voix quelconque dans le monde. Nous serons à la remorque d'autres pays. Et c'est ce qui se passe. Oui. Je vais donner encore un discours qui est dit en français et qui est totalement libre de quelque colonisateur que ce soit. Le discours de Thomas Sankara. Il parlait français. Mais Thomas Sankara faisait des discours amorés. Je n'ai pas dit le contraire. Sékou Touré, les grands discours de Sékou Touré est un syndicaliste. Il parlait en malinké. Mais ces grands discours, non. Professeur, je dis c'est grand discours. Toi, tu entends simplement la version française. Professeur, Non, il peut y aller. Oui. Non, je veux dire, pour l'international en tout cas, c'était le discours en français. Et personne ne le remettait en cause, personne ne se posait la question de savoir est-ce qu'il est colonisé ou pas. Tout le monde savait que c'était quelqu'un qui était complètement indépendant. Le discours de Thomas Sankara, c'est exactement la même chose. Exactement la même chose. Le discours de Nelson Mandela, c'est exactement la même chose. Il parlait anglais. Il s'adressait en anglais à son peuple, il s'adressait en anglais au reste du monde. Et ça, c'est extrêmement important de savoir que cet outil-là, on l'utilise, mais en étant indépendant, en étant libre de tout esprit de colonisation, d'impérialisme, etc. Et en étant soi-même. Et qu'on peut fonder les bases du développement sur la complémentarité, je dis bien la complémentarité de nos langues. Mais professeur Diko, lorsqu'on introduit la pédagogie convergente dans nos programmes, n'est-ce pas la preuve que l'enseignement du français a montré ses limites? Non. Honnêtement, moi je ne crois pas.
Honnêtement, moi je ne crois pas que ça ait montré ses limites. Nous avons d'énormes difficultés qui ne sont pas liées à la langue. Nous avons d'énormes difficultés qui sont liées à la gestion, à la vétusté de l'environnement dans lequel ça se passe, aux moyens économiques qui sont mis à disposition. Et puis, bon, à la façon donc, dont nous prenons les choses. Vous prenez de la base jusqu'à l'enseignement supérieur, jusqu'à la fin de l'université, tout est gratuit au Mali. Tout est gratuit au Mali. Donc, vous avez des difficultés à ce niveau-là. Vous avez des classes, 150 personnes. Mais quelle que soit la langue dans laquelle vous enseignez, si c'est 150 enfants qui sont devant vous et vous êtes seul, vous n'atteindrez aucun résultat. Par contre, les Issandiaï, qui ont été formés dans d'excellentes conditions, ils parlent mieux le français que leur... Excuse-moi, professeur, mais j'ai l'impression qu'ils parlent mieux le français que leur propre langue. Ou, en tout cas, ils parlent aussi bien le français que leur langue maternelle. Je prends par exemple un éminent professeur de français. Moi, je suis d'une admiration sans borne pour lui, le professeur Isiaka Amadou Sengaré, qui m'a enseigné le français en 10e. Mais cet homme-là, il est brillantissime en français, mais regardez pendant les campagnes politiques. Pendant les campagnes politiques, les interventions en Bambara du MPR, c'est encore lui. C'est encore lui. Et prenez-les tous. Souvent, je le dis dans le dos du professeur Issa. Mais il parle mieux donc français que sa langue maternelle. Prenez les Samasekou, Adama Samasekou par exemple, qui est un nationaliste des langues nationales, mais il parle le français beaucoup mieux il ne parle le Bambara, le Peul ou le Sonrai, qu'il parle tous à merveille. Et ils sont tous comme ça. Ils sont tous comme ça. Parce qu'ils sont bien formés, en français, ils sont d'excellents maîtres de leur langue nationale. Mais pourquoi ne serait-ce pas le cas dans nos langues nationales également? Mais ça pourrait être la même chose. Simplement que nous avons commencé en français et nous avons à disposition beaucoup plus de littérature en français que dans nos langues nationales. Ça, il faut le reconnaître. Issa le disait tout à l'heure, le professeur Issandia le disait tout à l'heure, que nous avons du matériel didactique dans nos langues et à moindre coût. Je suis d'accord. Et qu'on importe les autres matériels didactiques en français. Oui, je suis d'accord. Mais il n'en demeure pas moins que ce que nous pouvons importer, que ce qui a été publié en français, mais c'est-à-dire c'est un océan à côté de ce que nous avons dans nos langues nationales. En Bambara, on n'a presque rien. En Peul, on n'a presque rien. On a des choses qui commencent. On a des choses qui commencent. Nous ne sommes qu'à nos débuts. Alors que là, le parcours est quand même suffisamment long et si on peut en bénéficier, pourquoi pas. Malheureusement, nous sommes rattrapés par le temps. Professeur Ndiaye, au Mali, un consensus est-il possible autour d'une seule langue devant remplacer le français éventuellement? Je pense que c'est un faux débat. Le problème que souvent les gens, c'est un piège aussi, se disent, bon, quelle langue il faut choisir? Il ne faut pas choisir une langue. Il faut laisser les dynamiques se développer et chaque langue a sa propre dynamique et c'est comme ça, ce sont ces dynamiques qui feront que une langue va devenir la principale langue de communication. C'est une erreur bureaucratique de vouloir imposer une langue. Et Oui, allez-y. La question des langues est une question essentielle de survie pour nos pays. Malheureusement, les intellectuels ne le perçoivent pas ainsi. Bien sûr, il disait tout à l'heure, nous maîtrisons mieux le français que la langue nationale. C'est vrai probablement, mais nous sommes certains à faire des efforts pour penser dans nos langues nationales, produire dans nos langues nationales, écrire dans nos langues nationales. Cette dynamique-là existe. Il a cité un certain nombre de gens. Et quelqu'un comme Ablaye Bari a été porteur de cet effort-là dans l'association Bemba Kandungue, qui est une association en faveur de la pluridisciplinaire. Et je pense qu'il y a des résultats. Malheureusement, on ne fait pas profiter. Sinon, il y a des manuels de sciences biologiques, il y a des manuels de mathématiques.
dans les langues nationales. Je pense que l'obstacle fondamental, c'est la volonté politique. Et ça, c'est la responsabilité des cadres. Parce que les cadres n'arrêtent pas de penser Merci, français. professeur Ndiaye. Cela me fait à ce débat sur la Journée internationale de la francophonie. Un grand merci à nos invités, le professeur Moustapha Diko, ancien représentant du Mali à l'EIF, ancien ministre de l'Éducation, professeur Issa Ndiaye, politologue et ancien ministre de l'Éducation. C'était une présentation de Fatmata Togola à la mise en onde de Salim Diouara. La régie est assurée par Mamadou Ouattara. C'est une réalisation et une coordination de la rédaction en chef de studio Tamani. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.